Okay, bonsoir tout le monde. Good evening, everybody. You are welcome. Tout d'abord, c'est un réel plaisir pour nous de participer à cette série de webinaires scientifiques organisés par l'UNCSP et l'OCP dans le cadre du centenaire OCP. Et je crois que l'on est aujourd'hui à la troisième sortie. Je me présente tout d'abord et présenter aussi mes co-intervenants. Je suis le professeur Chekesh, professeur de l'enseignement supérieur à l'université Qadi Ayad, chef du département de génie civil à la faculté des sciences et techniques. Avec moi dans cette présentation commune, M. Othman Araji du département de géologie and sustainable mining de l'université Mohamed VI Polytechnique et Monsieur Oussama Khadiri Yazami, chargé de l'exploration géologique au sein de la direction stratégique développement de l'OCP. Alors, notre contribution dans ce webinaire scientifique va porter sur un récit de plus d'un siècle de l'exploration de la ressource phosphate que nous avons intitulé Découverte et exploration des phosphates au Maroc, de la géologie marteau à l'imagerie 3 dimensions du sous-sol. Tout en respectant la chronologie des faits, notre talk va porter sur 3 aspects liés à l'exploration de la ressource phosphate. Tout d'abord, je vais donner un bref rappel des premières formes d'exploration et des premières découvertes de cette ressource au Maroc à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et du contexte géopolitique dans lequel se sont déroulées ces premières découvertes et ces premières formes d'exploration. Dans un deuxième volet, M. Khadiri va nous présenter l'approche adoptée en matière de reconnaissance géologique des gisements phosphatés marocains depuis les années 60, en mettant l'accent essentiellement sur l'aspect évolutif et innovatif de cette reconnaissance. Et je reprendrai la parole pour présenter l'approche géophysique de cette reconnaissance. Ensuite, M. Othman Araji va nous parler, entre autres, de ce qui se passe dans le cadre de partenariat OCP UNCSP en matière d'exploration des ressources naturelles pour l'industrie des fertilisants. On a essayé de ne pas présenter ce récit de l'histoire de l'exploration de la ressource phosphate au Maroc comme une simple chronologie, et des dates particulières sur lesquelles on s'arrête, mais plutôt un récit sous forme de séquences de couches historiques, pas des séquences stratigraphiques pour les géologues, mais de séquences d'évolution de l'approche et des ressources et des outils utilisés dans le cadre de l'exploration de cette ressource. Et je crois que tout le monde s'accorderait avec moi pour dire que l'évolution de cette approche et l'évolution de ces outils va de soi avec l'évolution de cette entreprise pilote qui est l'OCP depuis la naissance de l'Office terrifien des phosphates, en passant par les étapes et limitations structurelles que ce groupe a connues pour devenir aujourd'hui une entreprise mondialisée, leader mondial dans l'industrie de cette ressource naturelle. Alors, si l'on remonte dans ces couches historiques, comme je viens de dire, on peut dire que les premières découvertes et les premières formes d'exploration de la ressource phosphate ont eu lieu dans un contexte géopolitique mondial turbulent qui a accompagné ou qui a connu l'ère de réalisation des empires coloniaux à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et la concurrence des grandes puissances européennes, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, mais aussi le Portugal, la concurrence de ces grandes puissances pour s'emparer des ressources naturelles mondiales, notamment en Afrique et plus particulièrement encore au Maroc. Et donc,
les premières missions de recherche étrangère au Maroc pour tenter de vérifier l'importance économique des ressources minières ont attiré ces grandes puissances qui se disputèrent l'accès à ces ressources, notamment le phosphate. Et ce point d'accès à ces ressources a d'ailleurs fait l'un des points de l'ordre du jour de l'acte Al-Jazeera dès 1906 et sonné. Donc, c'est pour cela que dès les premières années du protectorat, un d'ailleurs du maréchal Lyautey fonda l'OCP et attribua les opérations d'exploration et d'exploitation des phosphates au seul compte de l'État chérifien, justement pour éviter à ce que les Anglais et surtout les Allemands puissent accéder à cette ressource. Et si l'on veut être explicite, on peut résumer l'histoire de ces premières découvertes et ces premières formes d'exploration de la ressource phosphate au Maroc en quelques étapes, souvent accompagnées de circonstances assez singulières, comme on va le voir. Après la découverte du phosphate en Tunisie et en Algérie dès 1885, les géologues, en particulier les géologues français présents installés dans ces deux pays, considéraient que l'Éocène, à l'ouest de l'Algérie, est un faciès de mer profonde et donc où la sédimentation phosphatée ne peut avoir lieu. L'Éocène, entre parenthèses, c'est l'état géologique qui renferme les couches phosphatées les plus intéressantes au Maroc. Et ces considérations non fondées et dont la fausseté sera démontrée par la suite ont paralysé pour au moins 20 années toute tentative française de recherche du phosphate au Maroc. Et il a fallu attendre 1908 dans une note d'un certain éminent géologue Abel Brives, qui venait d'ailleurs de l'Algérie pour un voyage au Maroc entre 1901 et 1907. M. Brives décrit dans l'une de ses notes l'existence d'un niveau phosphataire riche en fossiles de type tercité dans la région de Chichaoua au sud de Marrakech. Ce niveau phosphataire riche en fossiles de type tercité est l'équivalent de la fameuse dalle à tercité pour les gens qui connaissent bien la série phosphatée, dalle qui a d'ailleurs joué un rôle très important dans la préservation et la protection de la série phosphatée marocaine contre l'érosion. Dieu merci, sinon le phosphate marocain aurait dû retourner dans la mer. Et cette découverte de Brives passa inaperçue et sans suivi, toujours à cause de cette considération qui disait que l'Éocène à l'ouest de l'Algérie et par extrapolation donc le Maroc présentait des faciès de mer profonde et donc sans intérêt pour le phosphate. En 1912, deux prospecteurs comme Bellas et Lamonellerie qui s'intéressaient à la richesse des phosphates de l'Afrique du Nord en ces dons de squales, ces dons de reptiles et de poissons, déposèrent une déclaration de découverte concernant le plateau d'Elbroch. Là aussi, cette découverte passa sans suivi et sans intérêt. Et ce n'est qu'en 1917, le Maroc est déjà sous le protectorat français, qu'un certain commandant nommé Paul Berceau, M. Berceau est un ancien responsable des exploitations minières de Gafsa en Tunisie, et donc c'est un monsieur qui est familiarisé avec le phosphate. M. Berceau fut chargé de l'étude et de la réalisation de la voie ferroviaire militaire entre Casablanca et Ouazzane. Et à la faveur de la réalisation de ce projet, il reconnut la nature phosphatée d'un certain prétendu sable de carrière que les officiers et les militaires utilisaient pour la construction de leur baraquement de la caserne militaire de Ouazzane. Et donc, à partir de cette date, des travaux par puits et galeries furent entrepris. Et après avoir traversé la puissante et dure dalle à Terre-City, ils mirent en évidence des 4 couches de phosphate à très haute teneur dans la région de Ouazzane et dans la région, par la suite, dans la région de Boujniba. Et donc, ce prétendu sable de carrière n'était autre que les sables phosphatés meubles qu'on a actuellement dans le gisement de Sidi Daoui pour les gens qui connaissent bien le district de minier de Ghriga. Ces mêmes sédiments, en réalité, ont été décrits 28 ans avant par deux géographes allemands,
donc en 1889, par M. Fischer et M. Gonfil, qui avaient décrit ces mêmes sables phosphatés recouverts par la volatilité, mais des travaux qui sont restés discrets et top secrets, et concurrence France-Allemagne oblige. Et donc, cela montre l'intérêt que portaient les Allemands pour l'accès aux ressources minières au Maroc, en particulier le phosphate, dès la fin du 19e siècle. Et donc, vu ces découvertes importantes de couches de phosphate à très haute teneur dans la région de Ouazzam et de Boujniba, le maréchal Lyautey fonda donc l'Office chérifien des phosphates le 7 août 1920 et dont les premiers travaux débutèrent en 1921. Et avec la création de l'OCP, se termine ainsi cette période qu'on appelle la période des pionniers, ces éminents prospecteurs et géologues qui réalisaient des missions d'exploration à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Et cette période se termine et ce sont les géologues de l'OCP qui vont prendre en main les missions d'exploration de phosphate et permirent entre 1921 et 1930 de reconnaître une bonne partie des zones phosphatées des bassins des plus importants, le bassin des îles d'Abdoul et celui des Gantour. Avec dès 1921, les premières exploitations effectives à Ouazzam puis à Boujniba et premier train de phosphate vers le port de Casablanca. Et démarrage de l'exploitation à Youssoufia en 1931 et premier train de phosphate de Youssoufia vers le port de Safi en 1936. La sédimentation phosphatée au Maroc s'est également manifestée au-delà de l'anti-Atlas au cours du Crétacé terminal début de l'Iocène avec les fameux gisements de Bokra découverts en 1943 par le géologue espagnol Alia Medina. Et donc, persistait à cette époque, on est dans les années 40, début des années 50, il persistait encore le problème de position stratigraphique exacte des phosphates marocains et des travaux de corrélation entre bassins phosphatés basés essentiellement sur la faune du poisson contenu dans les phosphates marocains ont permis à l'équipe d'Arenbourg entre 1935 et 1952 d'établir les premières caractéristiques stratigraphiques de la série phosphatée, une succession stratigraphique qui va du Maastrichtien, moins 72 millions d'années, jusqu'au Lutétien, 48 millions d'années, donc soit à peu près 25 millions d'années de sédimentation phosphatée. Et d'autres travaux études paléontologiques basées sur les invertébrés, seulement entre 54 et 60, et plus ultérieurement encore les travaux de Alain Bougeot et de Rohali sur la microfaune des phosphates ont permis d'affiner cette succession stratigraphique et dont les conclusions corroborent grossièrement avec les conclusions d'Arenbourg. Voilà, donc après ce récit explicite des premières formes d'exploration de la ressource phosphate au Maroc, je passe la parole à mon ami Khadiri qui va nous présenter l'approche adoptée en matière de reconnaissance des gisements phosphatés et je reprendrai la parole par la suite pour présenter l'approche géophysique de cette reconnaissance. À vous la parole, c'est Khadiri. Merci beaucoup, c'est Serge. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire dédié spécialement donc, aux sciences de la Terre. Et tout d'abord, donc, Jumu'ah Mubaraka et Dikra Mawlid Nabawi Sharif Mubarak, Inch'Allah, Zawal Diyal Had al-Waba, Inch'Allah, et de pouvoir faire des séminaires où on peut voir son auditoire parce que vraiment, ça fait bizarre de parler avec l'écran sans pouvoir interagir directement avec son auditoire. Tout d'abord, donc, si vous le permettez bien, donc, j'en profiterai de cette occasion assez exceptionnelle quand même, qui n'arrive qu'une fois tous les 100 ans, pour rendre hommage à nos vétérans du même métier, hein, que ce soit géologues, prospecteurs, géomètres, minéralurgiques, laborantins, qui ont forgé en fait
cet héritage en géosciences sur un siècle d'existence de l'OCP et ont participé au développement de l'expertise dans les divers domaines des géosciences en général. Sans oublier bien sûr l'équipe actuelle de la stratégie de développement, de la direction de développement industriel, mais aussi donc l'équipe du Centre Geology and Sustainable Mining de l'UMCSP. Donc, après ce bref historique sur l'exploration et la découverte des phosphates, donc moi, je reviens en arrière, je poserai la question de pourquoi. Donc, pourquoi l'exploration géologique dans l'industrie minière? À quoi ça sert et quel est son intérêt? Ben, il faut savoir que en fait, l'exploration géologique est une étape. Désolé, donc je reviens juste pour mettre le plein écran. Donc l'exploration géologique est en fait une étape préalable dans l'industrie minière à tout projet d'exploitation. C'est en fait les yeux du mineur par la suite et c'est la base même de tout investissement minier qui va être opéré par la suite. Donc, elle vise tout d'abord à mettre en évidence, premièrement, donc l'existence d'un gisement pour une matière première donnée, et puis, bien sûr, étudier son potentiel pour une exploitation durable, tant sur le plan technique qu'économique. Donc, à l'OCP, l'exploration géologique, elle vise d'une part donc, le développement des ressources et réserves en phosphate, des extensions que je dirais peu ou non encore reconnues de nos bassins phosphatés. Et d'autre part, le développement des gisements de relève à moyen et à long terme retenus est nécessaire pour le développement de notre business à l'OCP. Sans oublier bien sûr qu'en termes de le support que la géologie et la minéralogie apportent en termes de caractérisation pour les gisements qui sont en cours d'exploitation, c'est-à-dire une intervention en brownfield. Un nouvel axe d'exploration en fait, a été initié par l'OCP dans le cadre de l'ouverture vers de nouveaux horizons de croissance et la pérennisation du besoin en matières premières entrant dans l'industrie des fertilisants. Et donc, cet axe, en fait, sera développé par la suite, au cours de ce webinaire même, par notre cher collègue, M. Othman. Ben, en fait, peu importe l'axe de développement ciblé, l'exploration géologique suit toujours une approche qui est universelle. Une approche que j'ai essayé ici d'illustrer à travers 4 principales étapes, en adoptant une nomenclature anglo-saxonne qui différencie entre les termes reconnaissance, prospecting and exploration. Donc, la première étape, c'est la reconnaissance. C'est là où on fouine dans le passé, on cherche toute information, toute carte géologique nécessaire pour la localisation de, soi-disant, les zones correspondant à des périodes géologiques favorables à la formation des dépôts phosphatés. Ça peut être même d'autres types de dépôts. Bien sûr, la délimitation des zones propices et lorsque le cas s'apprête, donc on peut même faire appel à des technologies plus poussées telles que la télédétection. Donc la deuxième étape, c'est prospecting, c'est prospection. C'est là où on sort réellement sur terrain et on commence à faire les fameux itinéraires géologiques pour la cartographie, l'échantillonnage des affleurements, faire un peu de la géochimie de surface, etc. En troisième étape, donc, il y a le early exploration, où c'est l'exploration préliminaire, et c'est là où on commence réellement à faire ou à exécuter des ouvrages de reconnaissance, que ce soit des sondages, des tranchées, et même on peut aussi faire des tests, des analyses géochimiques, voire même des levées géophysiques de détail. Et en dernière phase, il y a l'advanced exploration, l'exploration avancée, et c'est là où ça commence réellement donc l'exploration dite systématique, une exploration donc qui a pour but la délimitation du gisement, sa caractérisation géologique et minéralogique de plus en plus poussée, et bien évidemment donc on va faire un zoom sur cette étape. C'est là où il y a le resserrement de la maille. Donc on commence par une maille très lâche sur nos gisements et on resserre la maille de plus en plus jusqu'à arriver à ce qu'on appelle nous
au sein de l'OCP, donc la maille ultime d'exploration, où on peut en quelque sorte livrer le projet ou livrer l'étude géologique finale pour une phase d'exploitation. Et c'est là où ça commence une autre géologie, c'est la géologie d'exploitation. Donc, l'objectif final de toutes ces étapes ou cette approche d'exploration géologique, c'est en fait de fournir le maximum d'informations sur les potentialités du gisement cible, d'une part, donc, l'augmentation de la précision de prédiction du sous-sol, mais aussi l'augmentation de la valeur du gisement par des études de faisabilité plus fiables auxquelles tout investisseur pourrait faire confiance. Alors, tout ça, en conclusion, vient à dire, on revient donc à diminuer le risque d'investissement qui est généralement très, très lourd dans l'industrie minière. Donc, à aujourd'hui, ça, c'est pour un peu illustrer l'état d'exploration de nos bassins actuellement. Il faut dire que plus que la moitié des bassins phosphatés sont actuellement donc reconnus à diverses échelles par le biais de plus de 26 000 ouvrages d'exploration, totalisant encore plus d'1 million de mètres linéaires, tout ça compilé, rédigé, analysé au sein d'environ 1000 rapports et notes géologiques et minéralurgiques. Alors il faut dire que c'est une base de données considérable qui documente la série phosphatée déposée entre moins 72 millions d'années, comme a dit Serge tout à l'heure, jusqu'à moins 48 millions d'années, soit une phosphatogénèse qui a duré plus de 24 millions d'années. Alors là, il faut dire une chose qui est sûre, c'est que l'histoire de nos phosphates date de bien plus d'1 siècle, à une époque où des créatures géantes régnaient encore sur Terre. Alors, depuis les premiers travaux d'exploration des bassins phosphatés, OCP a fait un grand pas en fait, dans le développement des géosciences de façon générale. Et ce, par la maîtrise de la data géologique et aussi l'introduction du digital dans tous les aspects d'exploration, soi-disant géominière. Donc, moi, je résumerai donc les principaux axes géoscientifiques développés au niveau de l'OCP en 10 axes, je dirais. Donc, commençons par la géologie du terrain, l'exploration systématique, la topographie, la caractérisation géochimique et minéralurgique, la modélisation géologique, la géophysique, qui va être plus développée par Serge, l'hydrogéologie, la paléontologie et la géomatique. Je pourrais aussi ajouter un 11e axe qui est en plein essor et en plein développement en collaboration avec l'UM6P, qui est la géotechnique. Donc, on commence par l'exploration directe. L'exploration directe au niveau de l'OCP, donc, elle est conduite par 3 principaux types d'ouvrages qui sont adoptés au niveau de l'OCP. Il y a les tranchées pour l'exploration des affleurements. Il y a aussi donc les puits à grand diamètre qui sont utilisés spécialement dans les zones phosphatées peu profondes. Et les sondages carottés qui sont utilisés dans les zones dites profondes. Au-delà des outils de base du géologue, à savoir marteau, loupe, acide, tamis, donc nous avons aussi acquis au sein de l'OCP des technologies permettant de mieux orienter nos géologues sur le terrain, telles que le XRF portable qui permet d'accéder à une analyse qualitative sur terrain, mais aussi du matériel encore plus lourd tel que la diagraphie qui est notamment utilisée comme complément de reconnaissance dans les sondages d'exploration, mais aussi dans les puits. Alors, quel que soit le type d'ouvrage, donc il donne en fait une opportunité à nos géologues de voyager à travers les temps géologiques de la série phosphatée pour en revenir avec un maximum d'informations sur le sous-sol à travers la coupe géologique et l'échantillonnage. En fait, c'est un savoir-faire très particulier qui s'est développé au fil du temps depuis les premières coupes géologiques. Là, je vous montre en fait une ancienne coupe géologique avec une description assez sommaire. Donc, on peut lire déjà calcaire, phosphaté. C'est une coupe qui a été réalisée dans les débuts du siècle dernier. Donc, jusqu'aux coupes actuelles qui commencent à devenir très détaillées en adoptant une description et une nomenclature
standardisé en fonction du faciès, des figures sédimentaires, des discontinuités sédimentaires, et une description assez fine, couplée avec un échantillonnage, lui aussi répondant à des standards internes très rigoureux. Sur cette coupe, on peut même voir le rajout de levée, de diagraphie et même de piézométrie, c'est-à-dire donc le niveau d'eau dans les puits ou dans les sondages. Donc, une fois cette récolte d'échantillons faite sur différents types d'ouvrages géologiques, en fait, tous les échantillons de prospection récoltés, donc durant les campagnes d'exploration, sont par la suite caractérisés au niveau de notre centre de minéralogie dont le laboratoire est accrédité ISO 17025. Donc, il est juste à signaler que depuis la découverte et la mise en exploitation des gisements de phosphate, leur caractérisation n'a cessé d'évoluer en fonction des contraintes, que ce soit commerciales ou industrielles. En effet, la liste des éléments chimiques analysés n'a cessé de s'allonger avec le temps et selon les besoins. Démarrons ici avec, dans les plus anciennes campagnes de reconnaissance par une caractérisation seulement en BPL et CO2 sur brut, jusqu'à arriver à une caractérisation en fait très poussée, intégrant un maximum d'éléments majeurs, d'éléments traces, voire même ultra-traces. La caractérisation au niveau du centre de minéralogie ne s'arrête pas qu'à la roche totale, hein, mais elle va bien au-delà, plus encore, en adoptant donc les études minéralogiques qui sont programmées pour les gisements de relève, ciblant la caractérisation donc, à l'échelle granulométrique, mais aussi à l'échelle de la phase minérale. Tout ça dans un objectif de développement par la suite de procédés de bénéficiation en fonction des qualités sources. Bien évidemment, cela après études géominières. Toujours dans une vision d'innovation et de développement, l'OCP et l'UM6P, en fait, ils ont mis en place un laboratoire commun qu'on a nommé donc le Geoanalytic Lab, dans un objectif en fait de développer encore plus la capacité analytique, mais aussi la spéciation de la roche phosphatée. Il faut savoir que ce laboratoire il est actuellement en phase d'équipement par des technologies de pointe en termes de caractérisation multi-échelle et multi-éléments. Donc, on cite par exemple l'ablation laser couplée avec l'ICP et l'ICP-MS, la micro-XRF, le microscope à balayage électronique, des techniques de micro-analyse pour la spéciation et bien d'autres. Alors, maintenant qu'on maîtrise le sous-sol, qu'on a fait nos levées dans le sous-sol, qu'on a analysé et caractérisé notre roche, il ne faut pas oublier donc la maîtrise de la surface de la Terre. Et il faut dire que l'OCP a toujours doté ses géomètres par des technologies topographiques de pointe depuis donc, les premiers théodolites, là, visé avec mon pointeur là, jusqu'aux nouvelles générations de stations totales, de GPS stationnaires et de scanners 3D. Donc ici, on peut voir le résultat d'un levé moyennant le scanner 3D d'une tranchée d'exploitation, pouvant amener à une cubature de très fine précision, en fait. Mais il n'y a pas que cela en topographie. Il faut dire qu'en fait, en 2013, une couverture topographique moyennant la technologie LIDAR aéroportée, LIDAR, c'est Light Detection and Ranging, il a été réalisé sur à peu près tout l'étendue des 4 bassins phosphatés, soit une surface de plus de 15 000 km², fournissant une acquisition topographique de très grande précision, tant en altimétrie qu'en planimétrie. Et ici à droite, on peut voir donc des restitutions de modèles numériques de terrain, mais aussi d'orthophoto à une précision de 8 cm. Donc, en fait, là, nous avons fait le tour jusqu'à présent de toutes les étapes d'acquisition de l'information géologique, passant par la maîtrise du sol, la maîtrise du sous-sol. Eh bien, il faut dire que cette masse de données doit donc être par la suite traitée, analysée pour tirer un maximum de profit et d'informations.
Et c'est ce qu'on appelle en fait la modélisation géologique, mais aussi hydrogéologique. On ne pourra pas passer cette étape en fait sans évoquer la grande évolution qu'a connue la modélisation géologique, passant par de lourdes tâches de dessin, de traitement statistique, d'édition de cartes, et tout cela manuellement, jusqu'à arriver à notre ère, à l'ère du digital. Et en fait, là, donc, il faut dire qu'un grand chantier de digitalisation au niveau de l'OCP a été lancé depuis 2007 et qui a permis, en premier, donc, de concevoir et d'alimenter une base de données de plus d'1 million de mètres linéaires de reconnaissance, mais aussi, donc, il y a en matière de géotraitement l'acquisition de logiciels tels que GDM et de systèmes d'information géographique pour le géotraitement, tout en introduisant, bien évidemment, la géostatistique comme outil de modélisation dans nos gisements. C'est là, donc, c'est l'introduction de la corrélation spatiale dans les techniques d'interpolation. Donc, à vrai dire, on est passé de l'ère où on faisait un travail fastidieux moyennant des moyens ou des techniques qui sont manuelles, telles que la calculatrice, les planimètres, réaliser des interpolations sur carte avec des piquoires, même une interpolation triangulaire sur carte, c'était très fastidieux jusqu'à arriver aujourd'hui à des modèles géostatistiques bien plus élaborés, même aussi donc des modèles en 3 dimensions et des modèles hydrogéologiques. Le LIDAR, donc on en a déjà parlé, et il faut dire qu'en termes de ressources et réserves, l'OCP, en fait, il a mis en place son propre système de classification des ressources et réserves qui est en harmonie avec des systèmes internationaux et des pratiques internationales. L'OCP aussi, donc, il a développé en interne et en collaboration avec les équipes IT que je salue donc, via ce webinaire. Donc, il a mis, en fait, il a développé un outil qui est l'outil Cosine Gisement, qui permet de simuler et d'évaluer les réserves de phosphate en fonction du coût de production, tout en appliquant, en fait, des hypothèses issues de la réalité de terrain. Et dans le même contexte, donc, d'évolution des systèmes d'information géologique, plusieurs systèmes ou SIG ont été développés en interne, et j'en cite donc un SIG dédié aux ressources et réserves, un SIG pour la veille sur les phosphates du monde, un SIG pour le suivi de la reconnaissance et des campagnes de reconnaissance sur terrain, un autre dédié à l'hydrogéologie et à la géochimie. Ben, l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'on se dirige actuellement vers une solution dite intégrée qui permettra de gérer sur une même plateforme toutes ces applications, tout ce développement informatique et permettra aussi de s'interfacer avec toutes les parties prenantes au CP. Voilà, donc il faut dire aussi donc qu'à travers toute cette expérience de 100 ans, donc l'exploration de l'OCP a commencé aussi lors de cette dernière décennie à mettre au profit d'entités internes à l'OCP son expertise en matière d'exploration pour mener des missions d'expertise géologique à travers le monde, notamment en Afrique, en Amérique, en Europe, voire même en Océanie. Donc, personnellement, je ne pourrais pas parler des géosciences, en fait, sans évoquer un axe qui m'est cher, qui est la paléontologie. Il faut, en fait, savoir que la série phosphatée, notre série phosphatée, elle marque l'une des crises biologiques les plus emblématiques, qu'est la fameuse crise dite CAT, c'est la crise entre le Crétacé et le Tertiaire. Alors, une crise qui a en fait vu la chute du règne des grands reptiles et des grands dinosaures, laissant derrière eux donc une page de la Terre écrite sur la roche et un registre en fait fossilifère aussi riche que diversifié, illustrant la vie sur Terre pendant plus de 24 millions d'années. En fait, ce n'est qu'une mise en bouche pour un prochain
webinaire qui sera dédié spécialement au patrimoine paléontologique et auquel je vous incite dès aujourd'hui à ne pas rater. Sur le plan géophysique, on revient donc à l'exploration, et ça c'est le côté exploration indirecte. Donc ce volet, il a été assez développé au niveau de l'OCP, notamment à travers des collaborations avec des universités nationales et internationales, avant que l'OCP puisse se doter lui-même de quelques outils d'acquisition géophysique. Donc cette exploration indirecte, en fait, elle concerne plus spécifiquement des problématiques telles que l'hydrogéophysique, la détection de phénomènes un peu sédimentaires tels que les dérangements, la décarbonatation. Bon, en fait, ce volet va être développé encore plus en détail par notre cher professeur Kshirkash, qui a fait beaucoup pour la géophysique pour l'OCP, à qui je donne la parole. Et merci beaucoup. Merci, c'est Qaderi. Donc, pour continuer sur cette approche adoptée en matière de reconnaissance des gisements phosphatés marocains, l'autre forme de reconnaissance, c'est l'établissement d'imagerie indirecte du sous-sol et donc de la série phosphatée exploitée dans les différents sites miniers de l'OCP en se basant sur l'étude de certains paramètres physiques caractérisant les différentes couches et les différents termes de cette série. Alors, pour ne pas trop ennuyer le grand public qui nous suit sur les réseaux sociaux, je vais être explicite en présentant les méthodes et quelques résultats que nous avons donc obtenus dans le cadre des travaux de recherche que nous menons en partenariat avec OCP et M6P, que ce soit dans le cadre de l'étude qu'on vient d'évoquer, c'est Khadiri, l'étude des ondes dérangées de la série phosphatée, ou dans le cadre des études hydrogéophysiques pour la caractérisation des ressources hydriques encaissées dans la série phosphatée, ou alors dans le cadre de l'étude du fort recouvrement qui va caractériser les futurs gisements de relève phosphatés de l'OCP dans les grands bassins phosphatés du royaume. Je commence par les méthodes électromagnétiques qui se basent sur la création d'un champ électromagnétique primaire en faisant circuler un courant dans une boucle et qui, en interaction avec les hétérogénéités du sous-sol, va générer un champ magnétique ou électromagnétique secondaire qui va se dissiper dans le temps et que l'on va échantillonner dans le temps pour analyser la variation de la conductivité du sous-sol en fonction du temps et donc en fonction de profondeur. Nous avons mis en œuvre deux techniques électromagnétiques, l'une dans le domaine du temps, TDM, c'est un domaine électromagnétique, et dans le domaine des fréquences, l'FDM. Ces deux méthodes ont été essentiellement mises en œuvre dans le cadre de l'étude, disons, dérangée que vient d'évoquer mon ami Khadiri. En fait, si j'ouvre une petite parenthèse à propos de ce sujet, les ondes dérangées, ce sont des zones où la série phosphatée ne se présente plus sous sa forme régulière, avec alternance régulière de couches phosphatées et d'intercalaires stériles, mais plutôt tous les termes de la série se trouvent mélangés, transformés, parfois cristallisés pour donner lieu à une structure géologique chaotique que les exploitants qualifient de dérangement, parce que ça dérange l'avancement de la chaîne normale, de la chaîne cinématique d'extraction des phosphates, et ils sont considérés comme étant des stériles. Et notre équipe, donc nous avons travaillé sur la problématique de ces ondes dérangées sur le plan géologique pour établir et élaborer notre hypothèse quant à leur origine et leur mode de genèse. Nous les attribuons à des fontis qui se sont développés à la plante de cavité ici de la dissolution du gypse sénonien. Le sénonien, c'est le soubassement de la série phosphatée. Et donc, ces ondes dérangées, ces dérangements ne sont autres que ces fontis qui se sont développés à la plante de ces ondes de dissolution lors d'une histoire polyphasée au cours de la sédimentation de la série phosphatée, mais aussi après cette sédimentation.
Et donc, pour plus de détails, les gens qui s'intéresseraient à ce sujet-là peuvent consulter un article scientifique que nous avons publié à Studios Geologicos en 2012. Nous avons, sur le plan géophysique, élaboré la signature électromagnétique de ces structures pour tenter de les cartographier indirectement. Et après avoir validé les résultats sur des parements ou appeleurs des dérangements, nous avons couvert des parcelles et des périmètres par des levées systématiques et mettre en évidence des anomalies que nous avons interprétées comme étant attribuées à ce type de structure. Et ces anomalies ont été ultérieurement contrôlées par les travaux d'exploitation parce que tous ces périmètres ont été déjà exploités. Et le détail des résultats a été également publié dans un autre article dans le compte rendu Géosciences. D'autres périmètres de plus grande envergure ont été tout récemment concernés par ces deux types de méthodes. Ils nous ont permis de cartographier indirectement des zones dérangées avec même une esquisse de représentation 3 dimensions que vous voyez en bas à gauche pour essayer donc de suivre l'enracinement des structures indirectement cartographiées moyennant les méthodes électromagnétiques. Un deuxième type de méthode, les méthodes de résistivité électrique, qui se basent sur l'injection d'un courant électrique dans le sous-sol et à mesurer la DDP, le potentiel électrique, pour déterminer la résistivité du sous-sol. On peut réaliser une investigation dans le sens vertical, et c'est la technique des sondages électriques, comme on peut réaliser et fixer une profondeur d'investigation et traîner le dispositif de mesure le long d'un profil, c'est la méthode de traînée électrique. Comme on peut combiner entre les deux techniques, les sondages et les traînées, et élaborer une section de résistivité électrique, et c'est la technique ou la méthode de tomographie électrique avec les profils ERT, donc Electrical Resistivity Tomography. Donc, l'inversion des données moyennant des logiciels appropriés, qui se base essentiellement sur la méthode de résolution des problèmes inverses, nous permet d'élaborer le modèle de résistivité de ce sol que l'on va interpréter sur le plan géologique, hydrogéologique, etc. Alors, ces méthodes ont été également appliquées pour la cartographie indirecte des zones dérangées, mais ils ont été mis en place surtout dans le cadre de la caractérisation des ressources hydriques encaissées dans la série phosphatique. La caractérisation de ces ressources est extrêmement intéressante pour deux objectifs, soi-disant. Donc, le premier, c'est de subvenir aux besoins en alimentation en eau potable dans le milieu rural aux alentours des sites miniers de l'OCP. Et vous savez, le groupe OCP est un groupe citoyen qui a toujours soutenu les programmes d'alimentation groupée en eau potable dans le monde rural avec le fameux programme PAGER. Mais aussi, cette caractérisation est fort intéressante et fort utile pour l'exploitation des phosphates, où il faut délimiter et identifier et délimiter donc les zones où les couches phosphatées sont noyées et donc permettre à l'exploitant de prédire et de prendre les décisions et les dispositions nécessaires pour extraire le phosphate dans de telles zones noyées. Vous avez là un exemple de résultat obtenu sur le gisement de Bouchan à côté de Youssoufia, où nous avons pu établir la surface piézométrique de la nappe d'eau souterraine que nous avons contrôlée par les levées du niveau d'eau dans les puits de l'OCP, et nous avons obtenu d'excellents résultats. D'autres travaux similaires ont été également conduits dans la région de Rivga et plus particulièrement dans le gisement de Sidi Chimnel. Un des faits marquants de la recherche que nous menons en partenariat avec OCP et M6P, c'est la mise en œuvre de cette nouvelle méthode de caractérisation des potentialités hydriques souterraines, qui est la méthode du sondage de résonance magnétique des protons, MRS, magnétique résonance sanguine. C'est une puissante méthode qui permet de caractériser les ressources hydriques souterraines, d'évaluer leur potentialité et également de déterminer indirectement les paramètres hydrodynamiques des aquifères, ce qui serait très utile pour l'étude des écoulements souterrains. Alors, le principe physique de cette méthode, schématiquement, consiste à ce que
les protons qui constituent le noyau d'hydrogène de la molécule d'eau, placés dans un champ magnétique terrestre ont des moments magnétiques non nuls. Si on excite ces protons moyennant un champ excitateur à une certaine fréquence spécifique, dite fréquence de l'Armor, on crée ce qu'on appelle une précession des moments. Et quand on coupe cette excitation, lors du retour à l'état d'équilibre, les protons vont émettre un champ de relaxation, constituant ainsi le signal MRS mesuré. Et vous pouvez déjà deviner avec moi que l'intensité de ce signal dépendra du nombre de protons mis en jeu. Et donc, ça va renseigner sur la teneur en eau de l'aquifère étudié. Vous avez là un exemple de livrable que l'on peut fournir à l'issue de ce type d'investigation hydrogéophysique. À gauche, en haut, le modèle hydrogéologique que nous avons établi pour le gisement de Bouchan à côté de Youssoufia, où vous avez donc la profondeur des différents aquifères, leur épaisseur, mais aussi la distribution de la teneur en eau au sein de chaque aquifère. En bas et à gauche, vous avez d'autres exemples et études de cas montrant une certaine comparaison entre les paramètres déterminés indirectement par cette méthode MRS et ceux déterminés directement par les essais de pompage. Et les essais de pompage, ça coûte quand même cher. Donc, si on a la possibilité de mettre en œuvre et en place donc, une certaine méthode qui permettrait de déterminer ces paramètres, ça serait très bien. Et donc, vous pouvez constater une excellente corrélation sur le graphe. Et c'est ce genre de travail qu'on est en train de développer en partenariat avec OCP et M6P dans le cadre de projets de recherche qui seraient extrêmement utiles, extrêmement intéressants pour rationaliser les études hydrogéologiques nécessaires pour l'exploitation et l'extraction des phosphates, notamment dans les futurs gisements de relève où une grande partie des couches phosphatées sera noyée. Nous avons également exploité une base de données aimablement mise à disposition, donc des données de sismique réflexion aimablement mis à disposition par les responsables de l'ONIM, l'Office national des hydrocarbures et des mines de Rabat. Et cette exploitation de ces données a eu lieu dans le cadre de l'étude du devenir de la série phosphatée qu'on exploite actuellement dans des mines à ciel ouvert dans le district minier de Khouribga. Dans les futurs gisements de relève, cette série va plonger sous un recouvrement néogène quaternaire de la plaine de Tchadla et pour des fins d'exploration et d'exploitation, il faut bien maîtriser cette structuration sous ce fort recouvrement. Et donc, nous avons exploité les données sismiques mises à disposition dans ce sens. La méthode sismique, c'est une méthode très puissante qui permet d'avoir une imagerie assez précise du sous-sol et il trouve ces dernières années des applications en imagerie haute résolution, donc pour le surface, c'est-à-dire de quelques mètres à quelques centaines de mètres, bénéficiant des progrès technologiques, plus particulièrement en microélectronique. Donc, une source qui émet des impulsions, des vibrations, donc des ondes acoustiques qui vont se propager dans le sol et ils vont subir les phénomènes de réflexion, réfraction, diffraction au niveau des interfaces séparant deux couches ou deux niveaux d'impédance acoustique différentes pour revenir en surface et être captés par des récepteurs qu'on appelle des géophones. Et un sismographe synchronisé avec la source va enregistrer simultanément les signaux provenant des différents géophones. Donc, le traitement des données consiste d'abord à leur appliquer des filtres passe-bande pour en améliorer la qualité, puis de réaliser ce qu'on appelle une couverture multiple en regroupant tous les géophones ayant avec la source le même point milieu. C'est ce qu'on appelle une couverture CDP, Command Deep Point. Le résultat, donc, c'est une trace sismique qui va refléter fidèlement les différentes interfaces du sous-sol. Et l'assemblage de ces différents
de ces différentes traces sismiques le long du profil sismique investigué va nous permettre d'avoir la section sismique qui sera interprétée, moyennant tout d'abord l'élaboration d'une loi de vitesse en se basant sur les données des profils sismiques verticaux, souvent réalisés en parallèle avec les profils sismiques de surface, et la section va bien sûr être calée sur des données de forage, des données réelles, et ce qui va permettre donc d'identifier différents réflecteurs, de les faire correspondre à des horizons géologiques bien sûr d'intérêt minier donné, et que l'on peut donc suivre sur de longues étendues le long de la section et également d'une section à l'autre. Et donc c'est ce qu'on a fait pour la base de données mise à disposition par les responsables de l'ONU. Donc vous avez là un exemple de section sismique interprétée et calée sur les données de forage et sur laquelle nous avons donc identifié le réflecteur correspondant à la base de la couverture sédimentaire et également à la base de la série phosphatique qui nous intéresse le plus dans cette étude. C'est donc un travail que nous avons fait sur une dizaine de sections sismiques disponibles et ça nous a permis de mieux appréhender le devenir de la série phosphatée qui affleure du côté de brigade de les plateaux de phosphate et qui s'enfuit sous le fort recouvrement néogène équatorial de la plaine du Tenda. Et vous pouvez constater que cet enfouissement est favorisé par une structuration en marche d'escalier via des failles régionales que nous avons identifiées d'ailleurs dans le cadre de cette étude. Alors ce plongement rejette parfois la série phosphatée à des profondeurs allant au-delà de 400 mètres, surtout à proximité de la chaîne du Haut-Atlas, hein, du côté de Bimillet, avec tout ce que cela peut avoir comme implication minière, aussi bien sur le plan exploration que sur le plan exploitation et extraction du phosphate. Et ce plongement s'accompagne aussi par un épaississement de l'ensemble de la couverture sédimentaire, y compris la série phosphatée, et Dieu merci, donc c'est quelque chose de favorable à une augmentation des réserves, mais dont la teneur et la qualité restent à examiner. Ici, je reviens à un raisonnement à petite échelle, à l'échelle d'un panneau d'exploitation, par exemple. Et si on dispose d'une quantité importante de données sismiques, en particulier des données sismiques haute résolution, on pourra établir une imagerie haute résolution de la série phosphatée qui va permettre de visualiser la continuité latérale des couches de phosphate, et on pourra même établir des blocs diagrammes de chaque panneau d'exploitation qui serait très utile aussi bien pour le géologue pour le suivi de l'exploitation et donc la caractérisation des différentes couches de phosphate que pour l'exploitant en matière de planification d'extraction de ces couches phosphatées. Ainsi donc prend fin mon talk et je passe la parole à mon ami Khadiri qui va nous parler d'une autre forme de l'exploration, celle des ressources naturelles pour l'industrie des fertilisants et puis-je dire des ressources naturelles associées au phosphate. Et donc, à vous la parole, c'est Othman Raja. Merci, merci Seazouz. Donc, de ma part, j'ai le grand plaisir d'être parmi les intervenants de ce troisième webinaire dans lequel je vais aborder la thématique de l'exploration des ressources minérales pour l'industrie des fertilisants, cas de la potasse magmatique, donc qui est en fait une évolution, je dirais, logique de l'exploration géologique OCP qui cherche à aller au-delà du phosphate, donc en réponse à une initiative qui a été lancée il y a maintenant plusieurs années par l'OCP qui vise à diversifier ses produits et donc à consolider sa position en tant que leader mondial dans l'industrie des fertilisants. Et bien sûr, qui dit diversification des produits, dit diversification de la matière première. Et l'exploration géologique est au cœur de cet enjeu, donc soit en explorant des ressources minérales qui sont conventionnellement utilisées dans cette industrie, soit en cherchant, en explorant des nouvelles ressources qui peuvent être utilisées dans cette industrie.
Et donc, ces ressources, bien sûr, ils doivent apporter les éléments qui sont utilisables dans cette industrie. Donc, en premier lieu, donc l'azote, le phosphore et le potassium, donc les trois macro-éléments essentiels pour l'agriculture. Mais si on regarde de près ces trois macro-éléments essentiels à l'agriculture, ben, en dehors de l'azote qui peut être apporté par un produit de synthèse chimique de l'ammoniac par hydrogénation de diazote atmosphérique, et le P, donc le phosphore, qui constitue déjà le cœur des métiers de l'OCP, ben l'élément qui reste et qui attire de plus en plus d'intérêt, donc c'est le potassium. Cet élément est d'autant plus intéressant si on regarde, par exemple, les bilans des nutriments au niveau des sols mondiaux. Donc, ils montrent que l'azote et le phosphore sont relativement en équilibre, contrairement au potassium, dont la consommation par les cultures dépasse largement les apports, donc, ce qui a créé un énorme écart entre ce qui est output, donc soit par consommation des cultures, soit par lessivage et érosion, et entre input par les engrais. Donc, ce qu'on appelle le potash gap, donc c'est une véritable crise au niveau des sols mondiaux, donc qui touche cet élément de potassium et qui a commencé maintenant, depuis les années 60 et qui continue jusqu'à maintenant. Donc, c'est une situation critique qui est encore plus accentuée à l'échelle des sols africains, notamment les sols tropicaux. Et donc, on veut compenser ce déficit ou cet écart dans les sols mondiaux. Donc, la production mondiale des engrais potassiques doit carrément doubler pour arriver à compenser ce déficit. Sachant que la ressource utilisée actuellement dans les engrais potassiques, c'est les ressources minérales d'origine évaporitique, donc comme la sylvite à base de chlorure de potassium, qui pose un certain nombre de problèmes. Donc, vous pouvez le voir donc sur la carte. Donc, la production mondiale est dominée par un petit nombre à l'échelle mondiale, donc notamment dans l'hémisphère du Nord, alors que les pays consommateurs se trouvent plutôt dans le Sud, qui se basent dans leur économie sur l'agriculture, donc comme l'Afrique, où il n'y a pas de production d'engrais potassiques, ou pas de production des ressources potassiques d'origine évaporitique. En plus, bien sûr, cette situation, il engendre des coûts élevés de l'importation pour ces pays consommateurs, en plus de l'incertitude sur la pérennité de l'approvisionnement, voire de la ressource. Donc, en plus d'autres problèmes qui sont d'ordre environnemental, je dirais, comme par exemple le lessivage rapide de ces engrais potassiques à base de ressources minérales d'origine évaporitique, donc qui oblige les agriculteurs à intensifier la fertilisation potassique, en plus de leur richesse en chlore, qui est un élément nuisible et qui peut conduire avec le temps à des problèmes de salinité. Donc, toutes ces contraintes ont amené certains pays à réfléchir à des ressources alternatives. Et la ressource alternative potentielle qui en fait attire actuellement de plus en plus d'attention, c'est les minéraux silicatés potassiques, comme les feldspaths potassiques, la calcélite, l'ocyte, etc. Donc, malgré en fait qu'ils présentent un inconvénient majeur qui est la libération du potassium très lente, donc qui dépasse largement l'échelle temporelle des saisons agricoles, mais avec la recherche sur ces minéraux silicatés potassiques qui ne cesse d'augmenter ces dernières années. Donc, des nouveaux procédés ont été mis en place pour augmenter la libération de ce potassium et le rendre beaucoup plus disponible aux plantes. Donc, tout ça, bien sûr, a ouvert la voie vers le développement d'une nouvelle génération de fertilisants écologiques qui offrent un certain nombre d'avantages. Donc, en premier lieu, bien sûr, leur richesse en potassium. Donc, il y a des minéraux silicatés potassiques qui arrivent jusqu'à 30% de teneur en K2O, donc ce qui est très, très, très important. Ils sont sans chlore, donc il n'y a pas de risque d'infiltration de chlore dans les sols. Et le plus important, bien sûr, ils sont relativement plus abondants donc,
par rapport aux ressources minérales à base de minéraux évaporitiques. Donc, on les retrouve généralement concentrés dans des roches magmatiques de type syénite ou dans leur équivalente trachyte. Donc, ces roches, en fait, s'ils ont des teneurs très élevées, ils peuvent même être utilisés directement, donc après uniquement broyage comme fertilisant potassique dans les sols, en apportant encore plus d'avantages. Donc, il y a par exemple, ils peuvent apporter d'autres micronutriments nécessaires pour les plantes qui sont disponibles dans ces roches. Ils peuvent, par exemple, améliorer la rétention de l'eau, donc ce qui est un avantage aussi pour ce genre de fertilisation. Et il y a même des études qui ont mis en évidence leur rôle dans l'amélioration de la séquestration de CO2. Donc, ils offrent un avantage par rapport au problème que connaît actuellement la Terre en matière de réchauffement climatique. Donc, tout cela, en fait, a amené plusieurs pays à reconsidérer cette ressource de potasse magmatique dans l'exploration géologique comme une ressource, je dirais, non conventionnelle pour tout ce qui est engrais potassique. Et bien sûr, nous, à l'échelle de l'IM6P, bien sûr, en collaboration avec l'OCP Géologie, on travaille sur cet axe de recherche, donc à l'échelle nationale, mais avec une vision, bien sûr, d'aller vers l'échelle régionale, donc africaine. Mais si on regarde ce champ d'exploration, soit à l'échelle nationale ou régionale, c'est un champ d'exploration qui est marqué par des données géologiques très limitées. Donc, il y a très peu de données disponibles. Si on regarde, par exemple, la cartographie géologique détaillée, il est largement en dessous des potentialités minérales disponibles. Là, c'est le cas, par exemple, soit à l'échelle nationale du Maroc, soit à l'échelle africaine, voire parfois c'est des situations beaucoup plus critiques, donc quasiment pas de données disponibles. Donc tout cela nous a obligés en fait à adopter une approche d'exploration adaptée à ces contraintes, je dirais, africaines. Donc, nous avons adopté donc une approche d'exploration intégrée, couplant la télédétection comme un moyen et un outil très puissant pour la détection des ressources minérales à échelle large. Donc, nous, on est à une échelle nationale et régionale, donc avec des milliers de kilomètres. Donc, la télédétection, c'est un outil efficace dans ce cas, pour la détection des zones qui nous intéressent. Donc, en les couplant, bien sûr, suivant les cas, avec les données géologiques disponibles. Donc, l'objectif est bien sûr d'identifier les zones potentielles susceptibles d'abriter les roches magmatiques potassiques avant, bien sûr, de passer à tout ce qui est travaux de terrain et études pétrographiques et géochimiques dans l'objectif de faire une cartographie de précision et évaluation de la ressource, etc. Donc, si on reprend cette démarche méthodologique en détail, donc en première étape, nous avons étudié les minéraux, donc les caractéristiques spectrales des minéraux silicatés potassiques, donc le plus communément trouvé dans les roches magmatiques, comme le feldspath potassique, muscovite, auxite, etc. L'objectif, bien sûr, d'identifier des indices et des rapports spectraux qui vont nous permettre d'identifier les zones potentielles pour l'exploration de cette ressource de potasse magmatique. Donc, ces indices aux rapports spectraux, bien sûr, nous avons après croisé avec des données que nous avons collectées à l'échelle nationale de différentes provinces magmatiques. Donc, ça, c'était dans l'objectif, en fait, d'évaluer leur capacité à prédire les zones potentielles, donc c'est-à-dire leur performance pour prédire les zones potentielles. Donc, naturellement, nous avons choisi le meilleur en termes de probabilité de prédiction de ces zones potentielles. Donc, le meilleur pour nous, c'était un indice qui arrive jusqu'à 80% de probabilité de prédiction, ce qui était très, très intéressant pour notre cas. Donc, cet indice, nous l'avons classé, donc suivant ses valeurs, en 5 classes
de potentiel de prédiction, donc depuis très faible jusqu'à très fort potentiel. Et nous l'avons appliqué donc via l'imagerie satellitaire à l'échelle nationale. Donc, vous pouvez voir donc sur cette carte que le résultat est très, très intéressant puisque nous avons réduit notre champ d'exploration depuis un champ national très vaste à des zones très délimitées. Donc, ce qui est très important quand on a une échelle très large comme ça à l'échelle nationale. Donc là, on se retrouve avec des zones bien identifiées et bien délimitées à l'échelle nationale. Donc, vous pouvez le voir, là, c'est des zones qui se répartissent globalement sur trois zones ou régions, je dirais, donc le Haut-Atlas, l'Anti-Atlas et au niveau de CID dans la zone de Austert. Donc, ces zones potentielles, une fois identifiées, nous les avons croisées encore une fois avec les données géologiques disponibles. Donc, bien sûr, pour voir si ils coïncident ou pas avec des zones où sont citées et où reportées des roches magmatiques potassiques telles que les syénites. Et donc, en plus d'autres paramètres comme l'importance du site en termes de superficie. Donc, tout cela dans l'objectif, bien sûr, d'identifier les zones potentielles prioritaires pour tout ce qui est travaux de terrain. Donc, avant de passer à l'étape de travaux de terrain, donc, on fait cette étape. Et donc, là, si on zoome, par exemple, au niveau du Haut-Atlas central, donc, vous pouvez voir que le complexe géologique de Tamazirt, qui connaît pour avoir des roches magmatiques de type syénite, donc il est très bien délimité, ce qui montre donc l'efficacité de cet outil qu'on a développé à l'IM6. Donc, une fois ces zones prioritaires sont identifiées, on passe à l'étape donc de travaux de terrain avec échantillonnage. Et là, je signale que en intégrant les résultats que nous avons obtenus dans les étapes précédentes, donc via les systèmes d'information géographique mobiles, donc via des applications smartphone, ça nous a permis de gagner énormément de temps, donc, parce qu'une fois sur le terrain, donc, vous pouvez le voir dans les images, donc c'est des montagnes, donc c'est pas facile de repérer les affleurements qui nous intéressent. Donc, c'est avec ce système d'information géographique, en intégrant donc les données qu'on a obtenues par télédétection, donc c'était beaucoup plus facile de repérer les affleurements qui nous intéressent, et donc ça nous a permis de gagner énormément de temps. Et donc, une fois l'échantillonnage effectué, bien sûr, on passe à tout ce qui est fabrication des laminces, donc pour tout ce qui est pétrographie et minéralogie, et bien sûr, après, tout ce qui est études géochimiques, qui en fait commencé depuis le terrain avec les analyseurs portables pour optimiser notre échantillonnage, et se termine au niveau de laboratoire pour avoir des teneurs beaucoup plus précises en matière de K2O. Donc, les résultats de ces analyses, nous les avons étudiés dans l'objectif de sortir avec des faciès pour les échantillons que nous avons collectés. Donc, nous avons identifié plusieurs faciès potassiques. Donc, on a des faciès qui sont, donc, en se basant sur la teneur en K2O, la minéralogie. Donc, nous avons obtenu nous les avons classés en plusieurs faciès. Donc, et nous avons plusieurs faciès intéressants. Donc, on a des faciès qui arrivent jusqu'à 16-19% en K2O, ce qui est très, très intéressant pour notre thématique de recherche. Donc, ces faciès, en fait, après, nous les avons utilisés comme des inputs, des données d'entrée dans des algorithmes via les systèmes d'information géographique, dans des algorithmes bien sûr spécifiques qui se basent sur la similarité entre les endroits où nous avons collecté les échantillons de ces faciès pour en fait arriver à faire une cartographie spatiale de ces faciès dans les zones qui nous intéressent. Et bien sûr, cette étape, c'est une étape primordiale pour tout ce qui est cartographie de faciès et cartographie de précision. Donc, et ce sont des travaux qui sont bien sûr en cours, mais qui montrent déjà que le Maroc possède un potentiel très fort en matière de cette ressource en potasse magmatique.
Et je dois signaler, donc, avant de conclure, donc, je dois signaler que c'est un cas d'exemple parmi d'autres, c'est l'exploration des ressources minérales pour l'industrie des engrais et fertilisants, donc, qui sont en cours et en collaboration avec OCP Géologie, qui touchent d'autres ressources. Par exemple, je citerai à titre d'exemple le phosphate magmatique, le soufre, qui est un élément pas intéressant, pas dans le sens comme élément d'engrais, mais plutôt dans le sens que c'est un élément de base pour la fabrication de l'acide sulfurique et donc pour la fabrication de l'acide phosphorique. Et puis la magnésiite pour tout ce qui est engrais magnésien. Et donc c'est des exemples parmi d'autres qui ont permis, ces travaux donc, ont permis de développer un premier noyau d'expertise sur l'exploration géologique de ce type de ressources au niveau de l'INCISP et OCP géologique, ou bien sûr en mettant au service de la collaboration scientifique au niveau des autres pays africains qui ont besoin de ce type d'exploration. Et là-dessus, je vous remercie et je rends la parole à Azouz Kirch pour la fin de ce webinaire. Et merci. Ok, donc merci Othman pour cette présentation. Et donc avec l'intervention de Othman, donc se termine notre talk. Et nous allons passer maintenant à échanger avec l'audience pour 15-20 minutes à travers les réponses aux commentaires et aux questions qui seraient posées. Et on peut donc commencer avec la première question. Alors, la première question, quelles sont les mines ou les mines les plus importantes en exploration de phosphate au Maroc? Est-ce qu'il existe d'autres zones non encore découvertes? Et cette question sera automatiquement dirigée vers Cheikh Khaderi. D'accord. Donc, les mines les plus importantes en exportation du phosphate au Maroc. Je pense qu'il veut dire exploitation. L'exploitation. Tout simplement, ce sont celles qui sont actuellement en exploitation déjà. Donc, ça couvre déjà plusieurs décennies d'exploitation. Et donc, il faut dire, donc, c'est quoi le deuxième partie de la question? Est-ce qu'il existe d'autres zones non encore découvertes? En fait, il faut savoir que les bassins phosphatés, ils sont très étendus en fait. Les 4 bassins phosphatés. Il y a des bassins qui sont assez bien développés ou reconnus, mais il y a d'autres, donc il y a des extensions telles que ce que vous avez donc tout à l'heure présenté sur Cherche, donc telles que les extensions sud du bassin d'Ouled Abdoun, qui s'étendent au-dessous des couvertures de Tadla. Et là, donc, ces zones, on sait qu'il y a une continuité de la série en dessous de ces recouvrements. On a quelques indices ou plutôt quelques ouvrages de reconnaissance dans ces zones, mais c'est là en fait la cible. Lorsque j'ai parlé, qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les objectifs de l'exploration au niveau de l'OCP, donc j'ai parlé de développement des ressources. Et c'est ces zones-là qu'on appelle les extensions probables et possibles d'exploration qui vont être ciblées dans un programme de reconnaissance qu'on a établi sur le long terme. Ok, on me dit qu'il y a beaucoup de questions, donc on va essayer de ne pas trop s'attarder sur les réponses. Donc, la deuxième question, quelles sont, selon vos prévisions, pour les futures découvertes du phosphate au Maroc pour les 100 années à venir? Donc, c'est M. Khaderi qui peut, ou le plus habilité à répondre également à cette question. Je n'ai pas bien compris donc le sens de la question. Quelles sont vos prévisions pour les futures découvertes du phosphate? En fait, il faut dire que nous, les gisements de relève.
Comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc l'approche de reconnaissance, elle est soi-disant universelle. Donc nous, on dispose d'un plan décennal d'exploration. Et ce plan décennal, donc, il vise à arriver à terme à une reconnaissance totale de tous les bassins phosphatés, voire même, même des indices de phosphate hors les bassins phosphates. Ok, merci. La prochaine question. Est-ce que vous avez pensé à exploiter les données géophysiques aéroportées existantes pour cette cartographie régionale? Je fais surtout allusion à la radiométrie spectrale. Donc, ça, je ne sais pas si c'est une question pour moi. Allez-y, c'est rasé. Oui, bon, les données géophysiques aéroportées de type gamma ray, bien sûr, c'est un outil très important. Si on veut, puisqu'il donne en fait sur l'exploration. Donc, il donne trois éléments en général, c'est le potassium, le thorium et l'uranium. Donc, comme il donne le potassium, c'est un outil qui est très intéressant à utiliser pour l'exploration des ressources minérales potassiques. Seulement, ce genre de données, ça coûte cher. Et donc, si on travaille à l'échelle nationale, donc c'est une échelle avec des milliers de kilomètres, donc on ne peut pas commencer à utiliser ce genre de données aéroportées directement à des échelles vastes comme ça. Donc, la détection, c'était plutôt une première étape donc pour identifier des zones d'intérêt. Et ensuite, sur ces zones d'intérêt, bien sûr, quand le champ d'exploration est beaucoup plus réduit, donc à l'échelle des centaines de kilomètres, là, par exemple, cet outil de géophysique aéroportée par gamma ray, ça devient intéressant et là, on peut l'utiliser. Parce que là, il ne faut pas oublier qu'on vise aussi les pays africains. Donc, pas tous les pays africains, ils ont les moyens pour payer ce genre de prospection par géophysique aéroportée. Et donc l'idée, c'est de passer par la détection, identifier des zones d'intérêt en réduisant le champ d'exploration. Et là, ça devient intéressant d'utiliser ce genre de données et là, du point de vue économique, ça devient beaucoup plus intéressant. Ok, la question suivante, d'après votre expérience, professeur Tchekash, donc c'est une question qui est destinée à moi, et d'un point de vue hydrogéologique, quel est le type de porosité que l'on peut étudier par la méthode MRS? C'est une bonne question. Effectivement, comme j'ai expliqué pour le principe physique de la méthode MRS, donc, il se base essentiellement sur l'excitation des protons moyennant un champ excitateur. Et donc, les protons qui vont réagir le plus à ce type d'excitation, ce sont plutôt les protons d'hydrogène de la molécule d'eau qui appartient à une eau libre. Ils n'ont pas une eau absorbée, emprisonnée dans les parois de la roche. Et donc, dans ce sens, ça serait plutôt la porosité, ce qu'on appelle la porosité efficace, qui serait plutôt concernée par ce type d'investigation hydrogéophysique. Et c'est justement cette porosité efficace qui va être intéressant à étudier et à quantifier pour avoir une idée sur le volume d'eau qui viendra au niveau des forages, au niveau du chantier, etc. Donc, c'est plutôt la porosité efficace. Question suivante. Le Geoanalytical Lab au niveau de l'IM6P, qu'est-ce qu'il y a apporté de phosphate? Ouais. Je réponds ou je... Oui, allez-y, c'est Khadiri, allez-y, je crois que vous êtes le plus... Pour le Geoanalytical Lab, qu'est-ce qu'il a apporté? Il faut dire qu'est-ce qu'il va apporter. Donc, il est en phase d'équipement pour le moment.
Qu'est-ce qu'elle va surtout apporter? Parce que, comme tu as dit, il est toujours en cours d'équipe. Exactement. Donc, comme expliqué dans ma présentation, donc il y a en fait trois principaux challenges. Il y a tout d'abord donc l'augmentation de la capacité d'analyse à travers ce laboratoire. Donc, pour faire face au challenge d'exploration de nos bassins phosphatés. Il y a le deuxième challenge, c'est le grand nombre d'éléments donc à analyser, que ce soit majeur, mineur ou en trace. C'est un peu couvrir un peu le maximum du tableau périodique des phosphates. Et il y a un troisième challenge, c'est accéder à la microdistribution des éléments, soi-disant, c'est la spéciation. Et cette spéciation qui va être faite en multi-échelle, c'est-à-dire à plusieurs échelles du minerai, au niveau de la roche totale, au niveau de la tranche granuliométrique, et même arriver à la spéciation au sein du gramme même de phosphate. Et même, là je parle de phosphate, ça peut être autre type de minerai. Et voilà, donc on attend, donc c'est dans le futur très proche, j'espère, donc ces équipements, donc ils vont atterrir au niveau de notre géoanalytique reliable, qui se veut en quelque sorte d'ici le futur, donc une référence en analyse géochimique et analyse de spéciation. Voilà. Pourquoi les minéraux silicatés potassiques représentent une alternative potentielle? Ça, je l'ai expliqué tout à fait au départ de ma présentation. Donc, c'est la ressource qui est utilisée actuellement pose un certain nombre de problèmes, donc notamment pour les pays africains. Et ces minéraux silicatés potassiques, bah, c'est la ressource riche en potassium qui est la plus potentielle utilisable comme alternative pour cette ressource actuelle. Notamment parce qu'il est riche en potassium. Deuxièmement, il n'y a pas de chlore. Et donc, le plus important, il est très abondant. Donc, il est de point de vue géographique. Donc, on a des roches magmatiques potassiques riches en ces minéraux silicatés partout dans le monde. Donc pour les pays africains qui n'ont pas accès, je dirais, à la ressource actuellement utilisable, donc d'origine évaporétique, bah, ils peuvent au moins accéder à l'échelle locale à ces minéraux silicatés potassiques via les roches magmatiques disponibles localement. Et si je dois dire une comparaison, c'est en fait les minéraux silicatés potassiques, c'est comme l'énergie solaire actuellement par rapport à tout ce qui est pétrole. Donc c'est une alternative qui vise pas à remplacer carrément les engrais potassiques utilisés actuellement, mais quand un pays ou une localité ou un agriculteur n'a pas accès à la ressource conventionnellement utilisée, bah, il peut au moins utiliser cette ressource qui n'est pas conventionnelle et sur laquelle, bien sûr, les études sont en cours pour la rendre beaucoup plus intéressante et beaucoup plus compétitive par rapport à tout ce qui est engrais potassique traditionnellement utilisé. Ok, merci, c'est Othman. Donc, je crois qu'avec la réponse à cette dernière question, on prend fin ce webinaire. Nous tenons à remercier vivement l'audience pour sa patience et à remercier également les organisateurs de cette série de webinaires scientifiques et saluer cette belle initiative et espérons que ce webinaire a contribué à la vulgarisation de la science autour de l'exploration de la ressource phosphate et ressources associées au Maroc.
Et il me reste qu'à vous dire Eid Mubarak et bon week-end à toutes et à tous. Eid Mubarak, Saïd. Au revoir.